Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag Eco sur Alsace 20. Nous sommes à Arenheim, dans l'une des 3 usines alsaciennes du groupe Wienerberger, leader mondial de la fabrication de briques en terre cuite. De temps en temps, dans l'Eco sur 20, on se pose de grandes questions existentielles. Et oui, mesdames et messieurs, comment sont fabriquées les briques en terre cuite? Enquête, reportage, interview dans quelques instants. Avant cela, je vous emmène à Molsheim. Merck Millipore vient de dépenser 2,5 millions d'euros pour agrandir son usine. Construction d'un nouveau bâtiment de nouvelles technologies, d'un nouveau type, on appelle ça une usine virtuelle. 80 personnes vont y concevoir les médicaments du futur. Regardez. Merck Millipore à Molsheim, c'est aujourd'hui près de 1200 personnes spécialisées dans les sciences de la vie, orientées sur 3 opérations industrielles. Biomonitoring, je dirais l'activité principale du site, l'aboiteur, donc système de purification d'eau, et notre dernier centre d'excellence, BPS Hardware, centre d'engineering, pour des solutions à nos clients de fabrication de nouveaux médicaments, molécules, dans un contexte changeant et un environnement nouveau. On aide à produire tout type de médicaments, en particulier de nouvelles molécules qui vont rentrer demain dans les médicaments de demain. Aujourd'hui, ce nouveau bâtiment est intéressant puisqu'il va mixer le marketing, le R&D, l'engineering dans un seul building. Par contre, il n'y a plus de production. C'est ce qu'on appelle une usine virtuelle qui s'appuie sur des partenaires géographiques mondiaux pour produire au plus près des besoins de nos clients. On continue à fabriquer du vrai matériel, mais plutôt sur des choses autour de disposables et de solutions jetables, et avec des partenaires géographiques, en particulier, comme je l'ai dit, l'Inde, qui fait partie de la structure Merck Millipore, qui est une des structures, un de nos partenaires très importants. On fabrique au plus près du client également. Dans ce bâtiment, on a voulu y trouver 3 choses. On a voulu y trouver des laboratoires, des espaces d'accueil pour nos clients, une vitrine en quelque sorte. On a voulu y trouver des espaces de collaboration, de travail pour nos équipes, autour de projets. Et on a voulu y trouver aussi des messages en termes de connexion, de réseau. Donc tout ceci est transcrit dans le bâtiment aujourd'hui. Cette structure existait. Cependant, depuis 5 ans, on est dans une véritable transformation du marché pharma. On passe d'une histoire où on était sur des équipements et des installations que l'on appelait d'inox, c'est-à-dire des solutions très rigides, très coûteuses, très difficiles à valider. Et aujourd'hui, nous avons une demande du marché de nos clients qui évolue sur des choses plus souples, plus faciles à mettre en œuvre, plus rapides à configurer. Donc des choses où on passe de l'inox vers du plastique, avec des solutions que l'on appelle disposable ou jetables, comparativement à ce qui se faisait précédemment. Et c'est ça qu'on retranscrit dans ce bâtiment. C'est également cette transformation du marché, des besoins de nos clients pour les applications pharmaceutiques. Je vous présente Francis Lagier, le président de Wienerberger en France. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous dans l'une de vos usines. 3 usines en Alsace. L'Alsace, c'est un petit peu le berceau français de Wienerberger. Oui, je dirais que c'est notre base arrière puisque le groupe s'y est implanté en 1995 et est parti de l'Alsace pour se développer ensuite sur l'ensemble du territoire national. À peu près 300-350 personnes en Alsace, près de 900 en France. C'est un énorme groupe, hein, Wienerberger. Donnez-nous quelques chiffres pour expliquer aux téléspectateurs. Alors Wienerberger, c'est 12 000 personnes dans le monde, avec un chiffre d'affaires qui a dépassé légèrement le 1,7 milliard en 2010, et avec une activité en France qui représente aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 950 salariés et un chiffre d'affaires de l'ordre de 165 millions d'euros. C'est formidable de fabriquer de la brique en terre cuite. C'est millénaire comme procédé. Aujourd'hui, en 2011, ça s'utilise encore. C'est encore assez moderne, c'est encore assez performant.
C'est même très moderne, c'est un process qui a évolué tout au long de son histoire et qui a encore accéléré son évolution ces dernières années avec les nouvelles réglementations thermiques notamment. Est-ce que ces briques se vendent partout en France? Je crois qu'il y a des spécificités locales, c'est très fort en Alsace, pas forcément au centre, en Creuse. Non, effectivement, il y a deux régions principales pour la brique de structure, l'Alsace et la terre de Toulouse aussi, où vous voyez bien que dès les années 1600, c'est la brique qui s'est développée dans le sud-ouest de la France. Aujourd'hui, vos concurrents, c'est qui? Je croyais qu'en Alsace, on adorait le bois. Est-ce que vous êtes en concurrence frontale avec la construction de maisons bois, par exemple, ou d'autres types? Alors on est en concurrence effectivement avec d'autres matériaux de construction. En Alsace, le matériau le plus utilisé est la brique de structure. Il y a aussi effectivement le bois qui se développe, mais principalement sur le segment de marché haut de gamme, puisque c'est un matériau relativement cher. Et donc la brique de structure reste par contre le matériau principal utilisé dans l'ensemble des constructions classiques de maisons individuelles ou de logements collectifs. C'est facile d'innover dans ce secteur? C'est pas facile, c'est compliqué, mais c'est quelque chose qui est inéluctable. Vous êtes extrêmement dépendant du marché du BTP, c'est votre principal client. Quand ça va mal, vous allez mal, ou vous arrivez à trouver d'autres débouchés pour vous développer quand même? Alors effectivement, on est très lié au marché du neuf. Donc quand le marché du neuf est en retrait, la brique est en retrait, mais moins que les autres matériaux classiques de construction, puisque c'est un matériau qui gagne de la part de marché aujourd'hui au niveau national contre d'autres systèmes constructifs, comme par exemple le béton banché ou le bloc béton. Notre activité, on est aussi présent fortement dans la tuile terre cuite, donc la moitié de l'activité est sur la rénovation, ce qui nous permet quelque part de mieux résister aux contre-coups économiques que l'on est amené à subir. Regardez comme c'est beau, on dirait du Lagerfeld au cœur de la briqueterie. On va vous montrer comment sont fabriquées ces briques en terre cuite Wienerberger à Arenheim, atelier de façonnage. 50 personnes travaillent ici. Je vous présente Bernard, le directeur de production. C'est facile à fabriquer la brique en terre cuite? Pas aussi facile que ça n'en l'air. Il y a beaucoup de technicité pour fabriquer la terre cuite, les briques. Alors déjà, le truc intéressant, c'est que la terre vient d'Alsace. En gros, vous avez l'usine et la terre est prise juste à côté. Tout à fait. On a une carrière à 2 km pour le Leuze, qui est la terre jaune, et une carrière à 50 km pour la Marne, qui est une terre noire. Je peux prendre la terre de mon jardin pour faire de la brique, ou faut quelque chose de spécial? Non, il faut quand même, la qualité de l'argile de l'Alsace est réputée et connue. C'est quand même des terres qui doivent être d'une certaine constitution pour faire des belles briques. Vous ramassez la terre, il se passe quoi après? Vous essayez de la compresser, c'est ça? On la broie d'abord, on la broie, on fait un mélange à 0,8 mm d'épaisseur, donc quelque chose de tout fin. On rajoute de l'eau, on mouille, on malaxe, on remouille avec de la vapeur. Faites-en une pâte à gâteau, quoi. On fait comme un gâteau, oui, c'est comme un boulanger. Et on envoie cette pâte, donc ce mélange, vers une extrudeuse qu'on voit derrière. Alors ça, c'est très intéressant. L'extrudeuse, c'est ce qui fait les trous. C'est comme dans l'emmental ou dans le gruyère, quand il y a des petits trous, c'est pareil pour la brique. Tout à fait. Donc c'est une extrudeuse qui pousse à travers un moule qu'on appelle filière dans le jargon de la terre cuite, et qui nous donne un pain de terre qui ensuite est coupé en morceaux et nous donne la dimension des briques. Et c'est là où vous décidez de l'épaisseur de la brique, de sa qualité isolante en fonction des alvéoles. Tout à fait, ouais. Donc c'est la dimension des alvéoles, donc le nombre d'alvéoles sur l'épaisseur du produit qui va nous donner sa qualité isolante. Plus qu'il y a des alvéoles, plus qu'elle sera isolante. Alors vous remarquez derrière Bernard, et vous le voyez certainement à l'image, pour l'instant, ces briques sont grises, couleur naturelle, la couleur de la terre. Ce rouge à quel moment? C'est au moment de la cuisson, vers les 1000 degrés, qu'on a l'oxyde de fer en fondant qui va donner la couleur rouge à la brique. 1000 degrés, les fours sont à côté. Il y a combien de temps entre je broie la terre et je la cuis? C'est des minutes, des secondes, des heures? Entre le moment où la matière est broyée et sort une brique du four, il faut compter 36 heures, 12 heures de séchage et 24 heures de cuisson. En quoi c'est technique ici? Le technique, tout l'art est au niveau de l'extrudeuse, de la mouleuse, donc la sortie au niveau du moule, où il faut extrêmement être pointueux au niveau des réglages de la terre, puisqu'on joue avec des freins, pour qu'on règle vraiment l'avancée du pain de terre, pour qu'au moment du séchage, on n'ait pas une brique qui fissure, qui ait des contraintes. Elle perd de l'eau? Elle perd 25% d'eau, donc on sort à peu près 25 tonnes d'eau par heure. Et au niveau de l'extrudeuse, on fabrique environ une maison et demie à l'heure. Et une usine comme Arenheim vous sort 7500 à 8500 maisons dans l'année.
Un bon gros village alsacien. Un bon gros village alsacien, tout à fait. Oui. Ce qui est étonnant aussi, c'est la taille de l'usine, hein, vous le voyez à l'image. Vous voyez un espèce de grand sarcophage blanc. Ça, c'est le four. Le four, 180 mètres de long. Au niveau d'énergie, donc on utilise le gaz naturel. On utilise également les matériaux naturels qui sont dans la terre. Il y a du carbone qui va brûler. Et on a un souci permanent, donc c'est effectivement un très gros consommateur d'énergie. Mais on a les gros tuyaux que vous voyez également. C'est de l'énergie qui est récupérée pour renvoyer dans les séchoirs. Il faut savoir qu'entre les années 70 et de nos jours, on a réduit la consommation d'énergie de près de 50%. Alors ça c'est bien parce que Bernard, c'est un peu la mémoire vivante. 30 ans de maison. Il y a 30 ans, la brique, elle était aussi chouette qu'aujourd'hui ou elle était de moins bonne qualité? La qualité, elle était toujours là, mais disons la conception n'a pas du tout été n'était pas la même. On a aujourd'hui des produits qui sont extrêmement techniques, extrêmement pointus pour justement gagner en résistance thermique. Et cette notion de résistance thermique, il y a 30 ans, on ne l'avait pas. Les petites briques rectangulaires rouges qu'on voit dans certaines maisons alsaciennes, les vieux garages, les vieilles maisons d'artisans, ça vaut encore quelque chose aujourd'hui? Ça vaut encore quelque chose, mais comme décoration. Plus comme la... C'est sympa. Plus pour la structure même de la maison, puisque ça n'a pas les mêmes caractéristiques isolantes que les nouvelles briques. Étonnant de voir ce genre de choses à l'entrée d'une usine alsacienne. Fin de ce magazine Éco, merci de votre fidélité. Alsacevin.tv pour revoir cette émission. À très bientôt.